Bonjour, est-ce que vous connaissez Dogs in the Vineyard? Qu'on pourrait traduire par des chiens dans le vignoble. C'est un jeu de 2007, si je me souviens bien, par Vincent Baker, qui est un membre éminent à l'époque du forum de la Forge et tout. En gros, c'est quelqu'un qui a fait partie, qui a contribué au renouveau du JDR, on va dire, dans les années 2000. Et ce jeu a beaucoup marqué les esprits, du moins dans le monde anglophone. Dans le monde francophone, c'est plus compliqué. Il n'y a pas eu de traduction en français, donc forcément, bon, il y a des gens qui y ont joué, mais bon, c'est plus confidentiel tout de même. Dogs in the Vineyard, c'est un peu au JDR ce que The Wire est aux séries. Beaucoup de gens disent que c'est cool, mais pas grand monde connaît vraiment. Et je compte bien remédier à ça en regardant The Wire et en jouant à Dogs in the Vineyard. Donc j'ai commencé à lire tout ça, j'ai pas encore fini. Je vais faire une première vidéo de présentation générale sur le sujet, mais j'en ferai d'autres. Voilà. Okay. Ah, déjà, quel est le principe général? C'est parfois décrit comme un jeu où on incarne des mormons qui, armés d'un flingue, vont chasser les hérétiques en Utah. Alors, je crois que Vincent Baker, l'auteur, a reçu une éducation mormone. Hein, et d'ailleurs, je suis pas certain qu'ils apprécient qu'on dise mormon. Enfin, c'est l'église des saints des derniers jours. Enfin, bon, je sais pas. En tout cas, en France, c'est pas péjoratif du tout. Peut-être que c'est péjoratif aux USA de dire mormon, je sais pas, mais en France, ça ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, c'est clairement un univers qui s'inspire de la réalité et de cette église, mais en vrai, c'est un monde parallèle. Il y a plein de petites. Déjà, la foi, la religion a un autre nom, mais il n'y a pas que ça qui change. Ce qui change aussi, c'est qu'ils ont des flingues hein, quand même. On est dans la première partie euh, du 19e siècle. Alors, alors là, je suis sur une page liée au D6, hein, c'est pas pour pas changer. Juste pour montrer. Ouais, non, c'est pas. Je vais essayer de trouver ça autrement. Je voudrais juste montrer le type de flingue qu'on avait à l'époque, qui est mentionné dans le livre de règles. Voilà. Le Colt 1848 Dragoon, que j'ai vu d'ailleurs dans un film aujourd'hui même. True Grit, un film avec Jeff Bridges. L'héroïne a un flingue comme ça, si je ne m'abuse. En tout cas, il cite le Dragoon et c'est vrai qu'il ressemble bien. Donc on n'a pas la gravure habituelle sur le barillet. Et en fait, on trouve des vidéos hein, de gens qui s'en servent sur YouTube. C'est pas un pistolet, un revolver où on met des balles. Enfin, on met des balles, mais je veux dire, c'est pas des balles à cartouche. On met de la poudre. On met dans les 6 trous qu'il y a, on doit mettre de la poudre et mettre juste une bille de plomb, enfin une bille de je sais pas quoi. C'est très old school quoi. Mais par contre, il envoie fort quoi, a priori. Bon, quoi qu'il en soit, je parle pas de ce dragoon là. Je reviens à Dogs in the Vineyard. Donc on est armé. Donc chez les Mormons, il n'y a pas, à ma connaissance, je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de gens qui parcourent la campagne pour flinguer les gens qui pêchent. Qui pêchent dans le sens commettre un péché, bien sûr. Mais ici, c'est ce qu'on va jouer avec un système de règles sur lequel je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas encore expérimenté, mais j'espère jouer rapidement et pouvoir faire des comptes rendus de parties. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une sorte de système d'enchère, on pourrait dire. En gros, expliquons déjà un peu plus le contexte pour qu'on comprenne mieux les enjeux du système. C'est un jeu qui va nous mettre en confrontation permanente avec des PNJ et potentiellement avec d'autres PJ.
parce qu'on joue plusieurs redresseurs de tort, on joue plusieurs jeunes gens. Alors le livre insiste sur le fait qu'on joue des personnes qui ont entre 18 et 25 ans. Hein. Enfin, on peut faire une exception, mais c'est l'idée. Donc ce sont des espèces de prêcheurs itinérants, ou peut-être des juges plutôt itinérants, des surveillants itinérants, vieille ref, qui sont là pour s'assurer que les villages dont ils ont la charge sont purs, qu'il n'y a pas de gens qui commettent des péchés, puisque dans cet univers, si on part du principe que s'il y a un péché quelque part, si quelqu'un commet une faute, ça va laisser la voie libre aux démons. J'essaie de retrouver la page qui reprend ça, je sais plus. Ça va laisser le champ libre aux démons et ça va générer des morts, etc. etc. Je sais plus la page exacte, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, je crois que le truc est assez clair. On va essayer de faire en sorte que les pécheurs se repentent. Mais tout le monde ne sera pas d'accord en face pour reconnaître ses torts ou pour accepter d'arrêter les mauvais comportements. Donc on va être amené à discuter, à réprimander d'abord de manière purement verbale les gens, etc. En mettant en jeu les principes, j'allais dire bibliques. Là, c'est pas la Bible, c'est un autre... Chez les Mormons, bon, je pense qu'ils utilisent la Bible, mais après, ils ont aussi le livre de Mormon. Ici, c'est le livre de vie, etc. Enfin, tout, comme je le disais, tout est un peu modifié. Il n'y a pas d'aide de jeu qui reprend 50 pages de versets à fouiller, à utiliser in-game. Hein, c'est pas la question, mais en gros, l'idée, c'est qu'on va commencer soft et que le jeu propose de vivre des escalades de tension, en fait. Au début, on va simplement dire, bon, bah... Mon gars, j'ai pas envie de spoiler des éléments potentiels de scénario, mais pour prendre un péché vraiment très bateau, admettons, je prends dans les 7 péchés capitaux, l'avarice. Si quelqu'un profite vraiment de son argent pour extorquer ses concitoyens, voilà. Donc on va lui dire, c'était pas très charitable, pas très chrétien de ta part de te comporter de la sorte, de pratiquer les taux d'usure, etc., etc. Et le PNJ en face, alors tout ça va se jouer avec des jets de dés aussi, hein, mais sur lesquels je reviendrai plus tard, comme je le disais. Ça utilise des D4, des 6, des 8, des 10. Mais donc en face, la personne aura un argumentaire qui n'est pas forcément détaillé en détail. Un côté MJ, il y a beaucoup pas d'improvisation, mais c'est un jeu que d'aucuns décriraient, mais pas tous, comme un jeu à narration partagée. Dans le sens où il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de mystère à élucider. Les péchés sont d'une certaine manière cachés parce que les gens en ont honte, quoi. Mais quand on arrive, on représente une telle autorité, on est des envoyés d'une autorité religieuse centrale, qu'il y aura forcément au moins une personne qui va nous renseigner sur ce qui se passe et tout. Donc les infos, on les aura, c'est pas une question d'enquête. Donc à partir de là, et en plus les personnages joueurs sont plus ou moins tout puissants, enfin même s'ils en viennent à tuer les gens qu'ils considèrent comme étant des pécheurs impossibles à récupérer. Ils vont pas être inquiétés pour cela. Enfin bon, s'ils font un massacre, évidemment, ça va pas le faire. Mais tant qu'ils restent dans leur mission, quand même, ils peuvent employer tous les moyens qu'ils estiment être nécessaires. Et y compris donc le revolver, le fusil, le couteau, etc., etc. Donc ça va escalader dans le sens où en face la personne va dire non, cet argent je l'ai mérité, à eux de bien gérer, etc., etc. Bon, et côté PJ on peut continuer ça, donc ça c'est un début d'escalade. Côté PJ on va pouvoir escalader à nouveau en disant oui, enfin voilà, en donnant un exemple peut-être de quelque chose qui s'est mal passé, ou ça peut être attiré de l'histoire personnelle du PJ, une situation qu'il aurait vécue qui lui permettrait de contre-argumenter, etc., etc.
Et par rapport à des traits de notre personnage ou des pièces d'équipement, ou etc., on va pouvoir mettre de plus en plus de dés en jeu pour essayer d'emporter l'échange. Sachant que le fait de mettre en jeu l'arme, de menacer physiquement quelqu'un de mort, ça sera une manière d'avoir des ultimes dés pour remporter une confrontation, mais est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment souhaitable? C'est un peu ça là, le gros questionnement. Donc il est évident que je m'apprêtais pas à lire le livre, hein, donc pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemble la version PDF, au moins je vous montre ça, mais c'est l'occasion aussi de préciser que je dois bien admettre que c'est une version que je n'ai pas pu acheter puisque l'auteur lui-même a retiré le jeu du commerce. Donc gros disclaimer, et je vais expliquer pourquoi et comment je compte m'adapter là-dessus. C'est un jeu qui se place durant la conquête de l'Ouest, qui n'était pas inoccupé au moment de l'arrivée des colons américains, enfin des colons européens qui sont devenus des Américains. Et Vincent Baker avait placé les Indiens, et les Indiens ont une place dans cet univers. Ils peuvent être vus par les pseudo-mormons, soit comme des gens très proches de... Il y a un côté très, qu'on appelle ça, le mythe du bon sauvage et tout, très proche de Dieu, de la nature primaire, etc. Donc ils peuvent être vus de manière très positive ou de manière très négative comme des obstacles hérétiques à la propagation de la vraie foi, quoi. Mais dans les deux cas, ce sont des personnes qui sont en train de se faire rouler dessus par une nouvelle civilisation. Et Vincent Baker, si j'ai bien compris, c'est pour cette raison qu'il a préféré retirer son jeu du commerce, et je peux le comprendre. Enfin, il estimait que c'était trop enfin, pas forcément pro-colonisation, mais en tout cas, que ça faisait partie peut-être que ça entretenait des mécaniques délétères. Donc je respecte cette décision et j'en tiendrai compte. Moi, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire ça, mais je pense que je vais tout simplement faire une variante de cet univers qui est déjà une variante de la Terre. C'est pas tout à fait la Terre. Je vais faire une variante encore un peu modifiée où on arrive dans une conquête de l'Ouest véritablement sauvage, où il n'y a pas de population préexistante. Et en vrai, de la façon, enfin, par rapport à ce que je veux mettre en jeu là-dedans, ça devrait pas appauvrir, je pense, les parties. Puisque ce qui m'intéresse surtout, pour avoir, il faut bien le dire, vécu moi-même, été élevé dans une communauté chrétienne, on va dire, un peu fondamentaliste et millénariste. Enfin, j'ai connu des environnements qui sont des petites communautés religieuses avec les inconvénients que ça peut engendrer en termes de dynamique sociale perfectible. Et donc c'est ça que je veux mettre en avant, le fait de pouvoir avoir des PJ ou des PNJ natifs américains et autres. C'est un sujet, enfin, c'est un aspect qui n'était pas inintéressant dans l'original, mais qui, je veux bien entendre que ça soit plus négatif que ce que ça apporte de positif. Donc autant le faire sauter. Et puis voilà. Après, Vincent Baker, je le cite autant que possible en tant que créateur émérite de ce jeu. Et si on peut plus acheter celui-ci, j'achèterai d'autres de ses œuvres pour compenser, tout simplement. Voilà. Et bien sûr, je ne vais pas me lancer dans une traduction de cet ouvrage en français. Enfin, ce serait pas aller dans le sens de sa volonté. De toute façon, avant de traduire, bien sûr, on demande l'autorisation et c'est certain qu'il ne la donnera pas, donc c'est pas la question. Ceci étant dit, ça ne me déplairait pas de publier quand même quelques ressources de manière limitée et à chaque fois avec le même disclaimer. Mettre quelques ressources en français pour les gens qui s'intéresseraient à ce jeu et qui voudraient
y jouer. J'ai commencé à essayer de récupérer tout ce qu'on pouvait trouver dessus. En termes de scénario, je fais des guillemets avec les doigts autour. Parce que c'est pas. Dans ce jeu, on n'a pas vraiment de scénario à proprement parler, mais des villages, des villes qui sont décrites. Voilà, là, d'ailleurs, je suis sur le chapitre qui permet de créer des villes. Le principe, c'est de créer des mini bacs à sable dans lesquels y a des gens qui commettent effectivement des péchés, etc. etc. Donc, c'est là aussi où je parlais un petit peu de narration partagée. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, tout le monde serait pas d'accord là-dessus, mais c'est du semi-impro, semi-bac à sable. J'allais mettre un troisième semi, ça fait plus de 100%, c'est difficile. Bon, je pense que vous voyez à peu près l'idée, quoi. Vous avez peut-être vu passer plusieurs fois le mot démon. J'ai pas très bien compris. Enfin, moi je voyais ça à la base comme un jeu vraiment avec zéro surnaturel. Et même si les démons sont souvent cités, je suis parti du principe au premier abord que c'était les démons tels que les gens les imaginent, les voient, même s'ils n'existent pas. Il me semble tout de même que le jeu laisse entendre que les démons existent peut-être bel et bien, mais c'est pas si important. Enfin, moi, je pense que je vais l'aborder sous un angle avec zéro magie et compagnie, je pense. Enfin, à voir. C'est pas si important. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont les relations sociales qui vont primer, ça c'est sûr. Là, on est sur la page de récapitulatif que je mentionnais tout à l'heure. En fait, quel est l'enchaînement? Et ça, je pense que ça va être une bonne méthode justement pour montrer un peu la place des démons là-dedans et à quel point on peut considérer qu'ils existent ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une ville? Quelque chose ne va pas. Ça démarre par... Donc ça, c'est censé être un peu le cheminement qu'on retrouve un peu dans toutes les villes où il faut intervenir. Parce que donc chaque scénario, c'est ça. Enfin, chaque partie, c'est nos missionnaires qui vont aller dans un nouvel endroit pour rétablir la paix, la justice, la volonté de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça va pas? Ça commence toujours par de la fierté. Quelqu'un ne rentre pas dans le rang, on a un clou qui dépasse. Quelqu'un agit de manière trop fière, trop orgueilleuse, ça crée de l'injustice qui mène au péché, qui ouvre la voie aux attaques des démons, ce qui permet à de fausses doctrines de se répandre, ce qui entraîne une corruption du dogme, de la... Enfin, worship, c'est pas le dogme, c'est la pratique religieuse, quoi. En gros, l'adoration de Dieu est corrompue à cet endroit, ce qui finit par générer une prêtrise, une fausse prêtrise, jusqu'à un culte un culte hérétique, on va dire. Et tout ça mène à la haine et à l'assassinat, au meurtre, etc., etc. Donc c'est tout ce livre de règles, comme je disais qu'il n'y a pas de secret, pas de cachotterie, c'est que l'auteur conseille à toute la tablée de lire le livre de règles. Bon, on sait bien que c'est pas ce qui arrive dans les faits, donc ça va être le ou la MJ qui va tout lire, bon, ok. Alors si des personnes à table sont intéressées, faut pas hésiter, mais en général, c'est seul le meneur ou la meneuse qui va le faire. Mais dans l'absolu, ça serait même pas gênant qu'une personne ait lu à l'avance ça va diminuer un peu la spontanéité, c'est mieux d'avoir la surprise. Mais comme il n'y a pas de solution facile et unique aux intrigues en cours, c'est pas très grave si quelqu'un les connaît à l'avance. Quand je disais tout à l'heure que je voulais pas spoiler, c'était juste pour l'effet plaisant de découvrir une situation. Mais en vrai, après, ça va être de la négociation entre PJ, entre les PJ et les PNJ. Telle personne a commis quelque chose de plus ou moins affreux. Quelle est la sentence qu'on doit appliquer? Il n'y a pas de tableau qui est donné pour dire vous avez fait ça, c'est 10 coups de fouet, quoi.
Je dis pas que le jeu suggère de donner des coups de fouet, hein. Enfin, c'est vraiment un exemple comme ça qui est pris dans l'Ancien Testament, la Torah, mais là on est sur des livres saints différents. Donc les chiens, hein, pour revenir au titre, Dogs in the Vineyard, les chiens dans le vignoble. Les chiens, ce sont les chiens de Dieu, les PJ, quoi, les personnes qui vont rétablir la justice divine. Donc évidemment, c'est un terme de chien dans notre univers, c'est un peu péjoratif en général appliqué à des humains, mais là, ce n'est pas le cas. Et les petits détails de lore un peu mimi, donc tous ces chiens que j'appellerais plus facilement, plus souvent missionnaires quand même, mais en français ça sonne... Enfin je sais pas comment ça sonne pour des Américains natifs, des anglophones, de parler de dogs dans ce contexte. Peut-être que ça passe bien en français, ça c'est pas génial je trouve. Ces missionnaires ont des manteaux qui sont fabriqués par leur communauté d'origine, hein. Si vous venez de tel ou tel village, si vous êtes choisi pour servir de missionnaire dans ce genre, c'est un honneur pour votre communauté et on va vous confectionner un manteau de cuir qui vous accompagnera durant vos voyages dans les zones désertiques et autres. Donc c'est un manteau de qualité aux couleurs de votre qu'aura choisi votre communauté en gros, quoi. Ça change pas grand chose à l'expérience de jeu, mais bon, ça donne un petit caractère au personnage. La création des persos, c'est vivement conseillé qu'elle soit faite dans une session 0, etc. Et c'est sûr que c'est bien, mais dans les faits, je serai pas le seul, je pense, à utiliser des pré-tirés. Ça sera quand même beaucoup plus simple parce qu'on va pas passer sur des campagnes et tout. Ceci étant dit, la dernière étape de création d'un personnage, c'est une sorte de confirmation de sa vocation, enfin quelque chose qui arrive. L'idée c'est qu'on choisisse entre la personne qui joue ou la MJ, on va choisir quelque chose que vit le personnage sur la fin de sa formation, ou en tout cas pendant sa formation. C'est une formation qui est censée durer 2-3 mois dans le QG de ces pseudo-mormons, dans lesquels on apprend aussi bien la théologie que de monter à cheval, tirer avec une arme, etc. Une formation très concentrée quand même. Et donc pendant cette formation, on peut être amené à accomplir des rites ou quoi que ce soit. Et en fait, on choisit une situation qu'on va mettre en jeu avec le système de règles, avec les dés, les enchères, les escalades et tout. Et ça peut aboutir à un succès ou à un échec. Mais ça modifie, ça rajoute un trait qu'on va rajouter sur la fiche, parce qu'on a des traits qui peuvent rappeler un peu Fate et compagnie. Des phrases qui vont décrire le personnage et qui vont impacter la façon dont il peut être joué. Et donc la façon dont on va finir... Enfin, cette scène qu'on va imaginer et qu'on va jouer avec pour introduire aussi le système de lancer de dés, va modifier la fiche de perso avec un succès ou avec une phrase qui va être positive ou négative. Mais d'après les retours d'expérience que j'ai vus ici ou là, et même le livre de règles, c'est bien ce qu'il dit, hein, même si vous échouez à cette épreuve que connaît votre personnage durant sa formation, c'est pas un inconvénient, c'est pas un désavantage pour la fiche. Tout peut être utilisé d'une manière ou d'une autre, aussi bien les traumatismes du personnage que ses plus grands succès, quoi. Voilà, ma foi, que dire de plus? Il y a quelques ressources qui sont proposées pour s'inspirer des westerns, etc. Il y a des propositions pour les versions avec du jeu surnaturel, mais bon, c'est pas ce que je compte faire. Donc l'homme qui a tiré sur Liberty Valance, LA Confidential. Des fois, c'est pas des westerns qui sont proposés, mais des films qui ont un peu le même esprit. Donc j'ai pas vu tous ces films-là. Je vais essayer d'en voir quelques-uns. À noter que le système de jeu est proposé sous Drive-Thru. Enfin, c'est une autre personne que Vincent Baker qui l'a proposé sous le nom de Dogs.
Ça sert potentiellement à l'appliquer à d'autres univers. Il y a des gens qui jouent à Dogs in the Vineyard dans Star Wars. Ça m'intéresse pas trop. J'aime bien Star Wars, mais je pense que ce jeu n'a d'intérêt vraiment que si... Enfin, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça m'intéresse. Que si on est dans des situations dans lesquelles on peut vraiment s'identifier, on peut... À la limite, si je devais le transposer, ça serait au XXe siècle éventuellement. Mais aller vers la magie, la force, etc., ça me semble pas être très intéressant. Ça va dédramatiser un peu tout ça, créer de la distance qui vont dévitaliser le jeu, je le crains. Ça peut être une façon éventuellement, si c'est des sujets qui sont sensibles pour les personnes à table, utiliser des univers de ce type, la Star Wars et tout, ça peut dédramatiser justement à dessein. Si on veut quand même expérimenter la chose de manière light, on perdra une partie de la force du jeu, bien sûr, mais après tout, c'est légitime si c'est adapté à votre tablé, bien sûr. Je vais proposer des parties prochainement près de chez moi, avec des gens autour d'une table, mais une fois que j'aurai un peu le jeu dans les pattes, peut-être que je proposerai des parties en ligne avec d'autres gens plus éloignés. Voilà, comme je le disais, je rappellerai toujours le côté, le disclaimer, le fait que Vincent Baker a désavoué ce jeu et je préfère y jouer dans une version un peu modifiée pour respecter sa volonté, mais ce serait dommage de laisser tomber ça complètement aux oubliettes, que ça reste une œuvre qui a vraiment marqué le monde du JDR, puisque au moment de l'émancipation du jeu de rôle au niveau des nouvelles techniques narratives, il a vraiment, comme je le disais, marqué les esprits. Bon, je vais m'arrêter là, et puis, comme je disais, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Si vous avez des expériences sur ce jeu, ça m'intéresse. Je sais qu'il y a un podcast de la cellule sur le sujet que j'ai écouté, mais il n'y a pas beaucoup d'autres ressources en français dessus. Bon. J'ai peut-être pas encore tout fouillé. S'il y a des choses que j'ai pas vues, dites-moi. Ciao, ciao.